Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier point lecture de l'année. Il s'agit de revenir sur les lectures que j'ai pu faire au mois de janvier et ce mois-là a été tout particulièrement très productif puisque si l'on revient sur un point statistique, j'ai lu 8 livres, soit 1974 pages. Alors 1974 pages, vous ne le verrez pas si vous me suivez sur Livre Addict, vous verrez 6 livres et 1900 je ne sais plus combien de pages. Alors c'est tout simplement parce que Livre Addict ne prend pas en compte 2 livres, un que j'ai lu sur l'application Kindle et l'autre directement sur le compte Instagram de l'autrice. Je commence tout de suite avec une romance contemporaine de Georgia Caldera, Embrasse l'hiver et danse avec lui, aux éditions J'ai lu. Ici nous allons suivre Romy qui ne se remet pas de sa rupture et qui décide de se venger en s'introduisant incognito dans l'appartement de son ex-fiancé pour lui laisser quelques surprises et lui rendre la vie quotidienne invivable. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'appartement n'appartient plus à son ex et qu'elle s'en prend donc au mauvais garçon. Voilà, le résumé m'a donc bien accroché, je vous l'avoue. Il m'a rappelé Tanguy, vous savez, les petites crasses que font ses parents parce qu'ils veulent cordialement l'inviter à dégager. Donc ça m'a rappelé un petit peu cette idée-là. J'ai adoré l'idée en soi, le scénario m'a vraiment accroché, mais je dois dire malheureusement que ça ne l'a pas trop fait. Pourquoi? La plume de l'autrice Georgia Caldera, je l'adore. J'ai réellement eu un coup de cœur pour cette autrice. Je l'ai découverte via l'intégrale des Larmes Rouges, donc pas moins de 3 tomes. En effet, j'ai commencé avec une intégrale, mais ça a été non pas une petite pépite, mais une grosse pépite, parce que vraiment, je vous invite à découvrir les Larmes Rouges. Ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment. Mais peut-être que j'avais du coup trop d'attentes concernant cette lecture, mais c'est surtout que je me suis un petit peu mélangé les genres finalement, je le constate après coup, puisque si je dois expliquer ce qui m'a plu chez l'un et moins plu chez l'autre, c'est tout simplement le fait que dans les Larmes Rouges, il y a cette alliance entre la romance, certes, mais le fantastique qui est couplé avec la romance. Attention, spoil, je vous mettrai ici la minute à laquelle vous pouvez avancer si vous ne voulez pas savoir de quoi parlent les Larmes Rouges, n'hésitez pas à avancer la vidéo, autrement suivez-moi. Nous allons suivre en effet la romance entre une humaine et un vampire, mais il y a aussi toute l'horreur liée au mode de vie, aux pratiques sanguinaires de ces vampires qui ne nous est pas caché, au contraire on y va, mais alors hard de chez hard, et donc le fait d'avoir cet aspect un petit peu horrifique et fantastique a permis d'avoir des émotions parfois très ambivalentes et contradictoires vis-à-vis d'un même personnage que l'on peut aimer et détester en même temps. Et finalement, c'est ce qui a fait que j'ai adoré cette œuvre-là. Et finalement, ici, nous sommes bien dans une romance contemporaine. Donc, il s'agit ici d'une histoire qui peut se rapporter à la réalité. Nous sommes à Paris avec 2 personnages qui n'ont rien de fantastique, ils n'ont pas de pouvoir magique. Et finalement, je me suis rendu compte que si on oublie le côté fantastique et irréel, je m'attendais à ce que cette histoire puisse m'arriver, à moi également, si on est vraiment dans le contemporain. Et c'est là que j'ai été légèrement déçue, dans le sens où pour moi, c'était peu crédible. En effet, si je débarque chez une personne que je ne connais pas, que je suis prise la main dans le sac après maintes crasses que je lui ai fait subir au quotidien, je doute du moins qu'il va me pardonner aussi vite, que la semaine qui suit, il va me confier sa propre fille, qu'il va tomber littéralement amoureux de moi dans la semaine qui suit également. Enfin, vraiment... Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était assez peu crédible et c'est ce qui ne l'a pas fait dans cette romance. Néanmoins, je vous invite à découvrir sa plume. Je me suis rendu compte en effet qu'elle alternait, qu'elle naviguait entre le fantastique et le contemporain, donc je n'hésiterai pas à découvrir ses œuvres dans le cadre du fantastique. Mais si vous aimez la romance, si vous avez besoin d'une lecture toute cocooning, toute douce à lire sous un plaid et que vous aimez aussi le style téléfilm sur M6, alors allez-y, mais allez-y, vous serez plus que ravis puisqu'ici nous suivons bien les codes de la romance, donc je vous invite à découvrir celle-ci. De la romance contemporaine, je suis restée au contemporain pur et dur avec Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois, aux éditions Charleston. C'est mon tout premier Charleston. J'en suis ravie, pourquoi? Parce que sur Booktube, je suis Mrs. Book-Yarmond et Laura Readings qui sont lectrices Charleston et disons qui m'ont donné envie de découvrir cette maison d'édition et c'est mon tout premier, donc j'en suis ravie. D'autant plus que ma lecture a été très agréable et très belle. Ici, je m'attendais à retrouver une romance, d'autant plus que je l'ai lue juste après celle de Georgia Caldera. Seulement, ce n'est pas vraiment le cas. À savoir qu'ici, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'histoire de Léna et de son frère qui reviennent dans leur village natal à la demande de leur maman pour passer les fêtes, notamment Noël. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, dans leur maison familiale, grande surprise, leur maman n'est pas là. Elle a disparu. En leur laissant
pour seule note le fait qu'elle est partie réaliser certains de ses rêves. Alors là, deux possibilités. Je me suis dit, soit on va suivre la maman dans la réalisation de ses rêves et du coup ça va être façon bucket list et on va tomber dans un livre de développement personnel, soit on va observer la réaction des enfants, la manière dont ils vont gérer la période des fêtes, le fait de revenir aux sources. Et c'est cette possibilité-là qui a été finalement choisie. Et j'aurais pu m'en douter parce que avec les éditions Charleston, on est souvent dans des secrets de famille, des non-dits, ou alors des récits historiques, mais on est plutôt dans cette branche-là plutôt que développement personnel. Donc, j'aurais pu m'en douter. Ici, nous ne sommes pas donc dans une romance à l'état pur, mais plutôt dans ce que j'appellerais moi une romance familiale, où nous allons suivre les amours, les désamours de chacun, et selon les âges, à travers les âges, nous allons suivre la relation entre frères et sœurs, entre parents-enfants, entre grands-parents et petits-enfants, les amours des grands-parents, les amours des parents, etc. Vraiment à tout âge, les secrets, les rêves, les non-dits. On est vraiment dans une romance familiale à mon sens, qui était très bien menée par la plume de Clarisse Sabar. Vraiment, c'est une très belle découverte. Alors ici, il s'agit du 3e tome d'une saga. Je ne pense pas découvrir les autres tomes. Pourquoi? Parce que ce tome-là se suffit à lui-même et j'aurais trop peur peut-être d'être déçue. Mais il ne faut jamais dire jamais, donc peut-être qu'à Noël prochain, je lirai le 2e tome. Allez savoir. En tout cas, c'est une très belle découverte. Clarisse Sabar vous fait voyager. Vous savez, ce petit village des Alpes, j'avais vraiment l'impression d'y être réellement. D'autant plus qu'elle s'est inspirée d'un village qui existe dans notre réalité, puisqu'elle parle du village de Valenoz, mais en réalité, le village d'Anneau existe, je ne sais pas si on prononce le T, c'est pour ça. Mais le village d'Anneau existe réellement dans les Alpes de Haute-Provence, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit pèlerinage livresque, eh bien allez-y, allez voyager parce que vraiment elle décrit très bien cet univers-là et ça m'a réellement plu. Une lecture de Noël à découvrir. À présent, je vous invite à rester dans les montagnes, mais à quitter les Alpes pour nous rendre dans les Pyrénées avec Aurore. Aurore, écrit par Bertrand Touzé aux éditions Les Presses de la Cité. Ici, nous sommes dans la vallée du Louron ou à proximité et nous allons suivre Aurore qui répond à l'annonce d'une personne âgée qui demande à être adoptée afin d'éviter de devoir quitter son domicile et de se rendre en maison de retraite en EHPAD. Ici, le résumé m'a interpellée car j'ai moi-même travaillé de nombreuses années en maison de retraite et en EHPAD et aujourd'hui, si je n'y travaille plus, c'est tout simplement parce que je ne cautionne plus certaines problématiques à mon sens éthique, mais aussi parce que je pense qu'arriver en 2022, ce n'est plus forcément la solution qui soit la meilleure. Bon, c'est un grand débat bien entendu, mais le principe de la coloc intergénérationnelle m'intéresse plutôt bien. Je trouve que c'est une excellente idée avec consentement bien sûr. Ici, nous n'allons pas suivre, et ça a été une belle surprise, nous ne suivons pas seulement Aurore, mais c'est vraiment le parallèle entre 3 générations. Nous allons suivre Noël, la personne âgée qui fait l'expérience du deuil et du vieillissement, de l'approche de la fin de vie. Nous allons suivre également Aurore, donc l'infirmière, qui fait elle l'expérience de femme et mère célibataire et qui doit concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle. Et nous allons suivre également Nils, qui est le fils d'Aurore, dans l'expérience qu'il fait du tout premier amour. Donc, ce livre est dédicacé puisque j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur dans un salon du livre et donc il a pu m'expliquer qu'il avait mis un peu de lui-même dans cette histoire, qu'il s'agissait d'un hommage à ses grands-pères. Ici, on parle du poids de la solitude, du besoin d'être avec les autres, d'aimer, du besoin d'être aimé également, quel que soit son âge, du besoin de partager. C'est vraiment une lecture douce et poétique qui nous ouvre aux autres en fait. Vraiment, il y a cette ouverture à autrui. C'est un bel hommage aux relations interpersonnelles, à l'humanité, à la solidarité. On traite de problématiques très importantes de fin de vie, de vieillissement, du temps qui passe, avec des descriptions parfois très émouvantes, très touchantes. Ici, la plume de Bertrand Touzé est assez prenante dans le sens où il y a des descriptions, notamment une qui m'a marquée de Noël, la personne âgée qui se voit dans un miroir et qui se décrit, qui décrit le reflet qu'il en a, du vieillissement de son corps, de ce corps qui lui échappe, et c'est vraiment très touchant, très émouvant. Il s'agit de son tout premier roman et donc je vous invite à le découvrir. Puisque nous parlons d'un personnage qui porte le nom de Noël, je vous propose de rester dans la thématique avec un livre qui se découvre en décembre, un roman de l'Avent. Il s'agit du Renne mystérieux écrit par Natacha Godot aux éditions Ozu. Alors là déjà, c'est un concept qui m'a vraiment interpellée car je ne l'avais encore jamais vu auparavant. Ils disent qu'il s'agit en effet du tout premier roman sous forme de calendrier de l'Avent. Eh bien, c'est un concept que j'approuve complètement et si vous en connaissez d'autres du même registre, vraiment, n'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire.
Ici, j'ai joué le jeu, mais je l'ai joué au mois de janvier parce que je suis née le 24 janvier. Donc moi, tout ce qui est calendrier de l'Avent ou maintenant livre de l'Avent, je les dispatche entre décembre et janvier. Et ici, j'ai fait le choix de le découvrir au mois de janvier parce que j'avais d'autres lectures à faire au mois de décembre. Eh bien, j'ai joué le jeu un chapitre par jour du 1er au 24. Alors, c'est vraiment un rappel d'un point historique au niveau livresque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, a priori, et dans l'histoire du livre, on déliait les pages pour découvrir l'histoire. Et bien là, c'est le même principe. Vous aviez par exemple 4-5 pages reliées, en fait, donc, comme ceci. Vous n'aviez que ça en visuel. Et donc, il vous fallait découper, en fait, ici, via une règle. Hop, vous détachez les pages et vous découvrez, hop, l'histoire qui se cache à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très intéressant comme concept. À chaque jour son chapitre et j'ai vraiment joué le jeu à fond. Du côté de l'histoire, c'est un roman jeunesse qui m'a vraiment plu mais qui m'a fortement rappelé les Chroniques de Noël 2, vous savez le film où deux enfants se retrouvent involontairement à devoir sauver Noël, où il y a un petit lutin qui passe du côté obscur, etc. etc. Néanmoins, cela ne m'a pas dérangé puisqu'il y a quand même quelques nuances et le fait en plus de découvrir l'histoire jour après jour a ajouté en suspense puisque parfois j'avais très hâte de délier les pages d'après pour découvrir la suite. Donc ça joue quand même dans l'apport de suspense, d'intrigue et de surprise à l'histoire. Et il y a le fait que comme je mélangeais cette lecture à d'autres livres, j'avais parfois besoin de me remettre un petit peu dans le contexte en relisant les dernières lignes avant de délier les pages d'après. Mais honnêtement, j'aurais découvert ce livre petite, j'aurais plus qu'adoré ce concept-là et cette histoire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants que vous adorez cette idée-là, à offrir ce livre en cadeau pour décembre prochain, pourquoi pas, et à partager avec moi les autres idées livresques que vous avez. Je ne sais pas s'il en existe pour chaque jour de l'année, 365 jours, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a 24 jours pour aimer, par exemple, ou pour te dire que je t'aime. Il y a quelque chose comme ça, où je ne pense pas que les pages soient liées, mais dans l'idée, ça peut se découvrir jour après jour. C'est une très belle lecture toute douce, pleine de magie à découvrir en famille ou pour le plaisir tout simplement de replonger dans son âme d'enfant. La prochaine lecture dont j'aimerais vous parler, je vais vous afficher la couverture juste ici puisque je l'ai découverte sur l'application Kindle. Ça a été ma toute première expérience sur l'application Kindle d'ailleurs. Il s'agit d'un roman jeunesse écrit par Maria Patterson. Miroir, dis-moi, qui est moche dans le royaume? Ici, nous sommes au royaume de Corail où le couple royal ne supporte pas la moindre personne laide ou qui ne répond pas à leurs critères de beauté. Et donc, chaque jour, ils interrogent leur miroir magique afin de leur communiquer qui est la personne la plus moche dans le royaume. Et cette personne est remerciée, cordialement invitée à quitter le royaume. En fait. Comme ça, le royaume n'est qu'une affiche, une vitrine de beauté et s'affiche comme tel. Mais comment cela se passe lorsque l'enfant du couple royal est lui-même amené à devenir moche et donc à être expédié du royaume? Est-ce que là, on peut remettre en question ses propres convictions? Est-ce qu'on peut faire une exception? Comment vont-ils gérer cette situation? Voilà, c'est toute l'intrigue et j'ai trouvé cela mais très intéressant. Vraiment, Maria ici propose de renverser les codes et ça m'a vraiment plu. Nous allons vivre un véritable relais des contes où nous allons retrouver nos princesses Disney préférées, notamment une petite grenouille qui revient de manière chronique et qui, en plus de faire un petit clin d'œil au roi grenouille le conte, m'a vraiment rappelé et renvoyé au petit dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous connaissez Simsalagrim. Et vous savez, les deux petits personnages qui aidaient les héros des contes justement à réussir leur quête. Et ben voilà, moi la petite grenouille, elle m'a rappelé Simsalagrim. Donc vraiment, ça m'a renvoyé dans l'enfance. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour. Où chantent les jours. Bref. Voilà ce que c'est que de me replonger dans l'enfance. Merci Maria. J'ai adoré, vraiment, vous pouvez prendre plaisir, je pense, à lire cette histoire idéale pour une histoire du soir, justement. Et pourquoi pas vous amuser avec votre enfant à repérer les références des contes, à repérer, ben voilà, ça c'est telle personne, c'est telle princesse d'après toi, ça c'est tel conte. Moi, vraiment, je me suis vraiment amusée à les repérer, donc n'hésitez pas à en faire de même. La plume de l'autrice est très fluide, très agréable à lire. Elle aborde des thématiques qui sont très sérieuses via ce relais des contes, via cette vitrine finalement Disney. Elle aborde des thématiques très importantes et essentielles, notamment la question de la trahison et du pardon, la question de la
Valorisation sociétale de la beauté extérieure au détriment de la beauté du cœur. La question aussi du besoin de liberté et du poids de la solitude. Donc je vous laisse découvrir toutes ces thématiques. La couverture est sublime et c'est en cela que ça m'a frustrée de ne pas pouvoir la voir en version papier et l'ajouter dans ma bibliothèque jeunesse. L'univers des contes, des réécritures et des adaptations, c'est ce que je préfère. Néanmoins, j'ai souhaité, vous le savez sûrement cette année, découvrir les contes d'origine. Je me suis dit qu'en lisant certaines adaptations et réadaptations, c'était intéressant, ne serait-ce que pour ma réflexion personnelle, de pouvoir les comparer avec le conte d'origine. C'est pourquoi je me suis penchée sur les contes de Grimm tout récemment, que j'ai découvert au mois de décembre, mais aussi sur les contes de Perrault, que je vais prochainement découvrir, les contes de ma mère Loi, et les contes d'Anderson, que j'ai déjà commencé également, et que je poursuis lors de mon challenge Petit mois, petite lecture. Donc, Grimm, Perrault, Anderson et Basile aussi en Italie me permettent de découvrir les contes soi-disant d'origine. Seulement, pourquoi j'ai voulu faire ça également? Parce que, vous le savez, je suis fan de Disney et là, stop! Je tiens à faire cette parenthèse parce que, étant fan de Disney depuis toujours, je regarde les Disney aujourd'hui avec le même plaisir qu'étant petite, mais pas forcément avec le même regard, c'est logique et normal, j'ai quand même grandi. Seulement, si vous êtes fan de Disney, vous avez sans doute entendu maintes et maintes fois cette remarque de ah non mais les Disney c'est pourquoi tu regardes ça, c'est fait pour les enfants, c'est complètement édulcoré, c'est complètement gnangnan, etc. Alors excusez-moi, mais moi je suis pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ça en fait. Parce que si vous reprenez la chanson ne serait-ce que des sauvages dans Pocahontas, c'est très violent au niveau des paroles. Mettez-la sur YouTube, vous verrez, c'est hyper violent. Dans Bambi, la mère, elle meurt quand même, hein, elle se ressuscite pas à la fin. Donc, question happy end, on est, certes, ça se termine bien pour notre héros et nos héroïnes en général, mais il y a quand même eu des pertes en attendant. Hein, quand Frollo, il a tué la mère de Quasimodo, qu'il l'a enfermé pendant des années dans la cathédrale, qu'il veut en plus brûler vive Esmeralda. Enfin, c'est loin d'être mignon et tout beau, tout joli, en fait, les Disney. Et honnêtement, quand je les regardais quand j'étais petite, j'avais déjà conscience de la violence et des vices humains qui étaient montrés à travers ces films, même s'il y a un happy end. Et d'ailleurs, concernant cet happy end, vous avez sûrement eu la remarque de oui, mais dans les Disney, pour les héros, ça se termine toujours très bien, alors que dans les contes d'origine, c'est pas le cas. Très bien, je suis allée les lire. Eh bien, prenez les frères Grimm par exemple, ça se termine bien pour le héros. Hein. Le héros, il peut être feignant, orgueilleux au départ, quoi qu'il arrive, ça finit bien pour lui. Donc là, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, on me dit que dans les Disney, ça se termine bien pour les héros. Dans les contes de Grimm, ça se termine bien aussi. Hein. Dans les contes d'Anderson, il y en a certains où ça se termine très bien aussi pour les héros. Perrault, c'est pareil. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Alors c'est pas le cas à chaque fois, bien sûr. Mais là, je me suis dit, il y a des choses qui m'interrogent, qui me manquent. Et donc j'ai cherché des réponses à mes questions. Et j'ai fait confiance à une autrice que j'affectionne tout particulièrement pour trouver ces réponses. Il s'agit de Lou Luby. Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées aux éditions Delcourt. J'ai découvert cet objet-livre qui est une pure merveille aux pages d'or, comme vous pouvez le constater. Un livre un petit peu type à l'ancienne, comme les contes, en fait, vraiment. Et j'ai adoré, ne serait-ce que l'objet-livre. Déjà, de le tenir entre mes mains, c'est magnifique. Il n'y a que 2 couleurs prédominantes à l'intérieur, c'est un petit peu au format graphique, avec des couleurs orange très vives et une couleur un peu verte, sapin, couleur sapin. Et ça permet vraiment de contraster les émotions aussi. Ici, on retrouve la plume de l'autrice qui est une pure merveille. Moi, je l'avais découvert avec Goupil Louface, qui a été un réel coup de cœur pour moi au niveau psychologique. Elle explique très bien la cyclothymie, le trouble qu'est la cyclothymie. À la différence de la bipolarité, elle l'explique très très bien avec cette touche d'humour que l'on attend et donc elle mélange très bien l'éducation du lecteur avec l'humour. Et c'est ce qu'elle fait ici aussi pour revenir sur les contes. Elle revient sur certains contes comme celui de Réponse, mais aussi sur l'histoire des contes et leurs fameuses origines. Et c'est là qu'elle a répondu à certaines de mes questions, notamment la question de l'origine. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on remonte aux origines du conte, par exemple, ne serait-ce que Cendrillon, on n'a pas conscience que Cendrillon, c'est quand même à la base un conte chinois. Puisque l'histoire du chausson, là-bas, on bandait les pieds des jeunes filles à un âge très jeune pour qu'ils aient des petits pieds. Parce que ce qui était petit était féminin. Et donc, plus elles avaient des petits pieds, et plus c'était féminin. Et donc, plus elles étaient bonnes à marier, entre guillemets. Donc, Cendrillon viendrait a priori de Chine. Néanmoins,
Elle rappelle un fait très important ici, Lulubi, c'est qu'un conte est fait à la base pour être conté, donc exprimé à l'oral et non à l'écrit, ce qui fait que toute version écrite est forcément une interprétation du conte d'origine, puisque le conte d'origine a été conté. Donc il y a autant de contes finalement que de conteurs. Tout ça pour dire que finalement quand on vous dit « Ah oui, mais ce n'est pas propre au conte d'origine », mais quel est le conte d'origine? Le conte d'origine, c'est celui que vous contez. Voilà. Il y a donc autant de contes que de conteurs et chacun se l'approprie selon son époque, son histoire et ses propres valeurs. Finalement, les frères Grimm vont, eux, conter les histoires pour défendre leur nationalité. Ils sont tombés. Attendez, je ramasse tout ça. Anderson, la petite sirène est à la mer. Bon, voilà, je l'ai. Donc je vous disais, les frères Grimm, eux, ont conté leurs histoires pour défendre la nationalité allemande, donc leur pays et leur tradition, ce qui s'entend tout à fait. Ensuite, vous avez Anderson, qui lui a créé déjà, a été à l'origine de certains contes qu'il a écrits lui-même, mais il a défendu aussi les contes selon ses propres valeurs et convictions personnelles. Il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi il était homosexuel, mais je ne suis pas sûre. Donc déjà, il avait peut-être pas forcément la même approche que d'autres auteurs. Il y a aussi Perrault qui lui voulait éduquer les enfants, donc avec ses fameuses morales. Donc il a vraiment tourner les contes de manière à ce qu'ils soient adressés aux enfants. Et vous avez Basile aussi en Italie, je n'ai pas de livre ici, mais Basile en Italie qui lui essayait de distraire les adultes de la cour. Donc ici c'était des contes très crus, sexuels, vraiment trash en fait. Donc c'est pour vous dire que chacun se l'approprie différemment. Et en plus de cela, nous parlons beaucoup d'hommes. Basile, les frères Grimm, Perrault, Anderson. Mais il faut ne pas oublier que la plupart des contes et de leurs sources d'inspiration étaient des femmes. La Belle et la Bête, par exemple, a été contée par plusieurs femmes. Les femmes étaient aussi très présentes dans les contes et c'est ce que rappelle Lulubi dans cet écrit. Donc vraiment, j'ai appris pas mal de choses dans ce livre-là que je vous invite vivement à découvrir puisque je vous en ai décrit seulement quelques bribes. Si vous êtes intéressé par les contes, n'hésitez pas à vous plonger dans cette lecture qui est vraiment très instructive. En plus, à chaque page, vous avez ce logo de la grenouille. Vous avez une application sur le portable que vous pouvez mettre sur le portable, qui est l'application Soleil Delcourt. Vous scannez le logo de la petite grenouille à chaque page où il apparaît et ça vous donne des explications, des informations supplémentaires. Donc c'est vraiment très enrichissant, une source d'informations mais très riche en termes de contes. Et si vous êtes intéressé par la plume de Lulubi, alors je vous invite à découvrir ses œuvres telles que Goupil Louface concernant la cyclothymie ou La fille dans l'écran qui reprend la question du virtuel, du réel, des relations qui se font de manière virtuelle, de l'homosexualité aussi. Voilà, je vous invite à la découvrir car c'est vraiment un coup de cœur au niveau de sa plume. Et donc finalement, pour en revenir à mes adaptations et réadaptations de contes, eh bien, c'est très intéressant de pouvoir en effet s'attacher à un versant de l'histoire et de vouloir l'approfondir avec sa propre conviction, ses propres valeurs. Ça rejoint l'idée du conte justement qui est de se l'approprier et de le conter un petit peu à sa sauce. C'est un petit peu ce qui se passe avec les adaptations et les réadaptations des contes que je vais poursuivre cette année. Et puisque nous parlons de fin tragique avec Lulubi et à la fin il meurt, je vous invite à poursuivre ce point lecture avec un thriller. J'ai découvert Peter James à 2 pas de la mort aux éditions Fleuve Noir. Ici nous allons suivre le commissaire Grace dans ses enquêtes, notamment l'une qui l'interpelle et qui lui prend la tête depuis des années maintenant puisqu'il y a 12 ans il y a eu plusieurs agressions, plusieurs viols qui ont été menés jusqu'à ce que l'agresseur disparaisse soudainement suite à la disparition d'une jeune femme qu'ils n'ont jamais retrouvée. Donc a-t-elle été tuée? On ne sait pas. 12 ans plus tard, donc à l'heure d'aujourd'hui, les agressions reprennent avec le même procédé, les mêmes lieux, la même façon de faire. S'agit-il du même agresseur? Où est passée la fille qui a disparu il y a 12 ans? Est-elle toujours vivante? C'est ce que je vous invite à découvrir avec Peter James. Ici, le scénario n'est pas très novateur, très honnêtement. Le profil en plus de l'agresseur au niveau psychologique ne l'est pas non plus. C'est un profil assez typique, une relation avec la mère très fusionnelle mais toxique, l'absence du père. Voilà, à chaque fois, l'agresseur s'en va avec la paire de chaussures de luxe de créateur de ses victimes. Il est fétichiste et donc très attiré par les femmes qui collectionnent les chaussures de luxe. C'est ce qui m'a
intéressée dans ce thriller-là, puisque pourquoi celui-là et non pas un autre, c'est en effet la présence de chaussures de luxe. Alors non pas que je sois très intéressée par la mode, je n'y connais absolument rien, mais allez savoir pourquoi, c'est ce qui m'a intéressée. Ça a été un véritable page turner. Très honnêtement, au début j'ai été gênée par les allers-retours entre 1997 et aujourd'hui. À chaque chapitre, on rechangeait d'époque. Et moi j'avais du mal au début à saisir tel personnage, tel machin, on est à quelle époque on est. J'avais vraiment du mal et il a failli me perdre, hein, très honnêtement. Mais c'est quand j'ai décidé de lâcher prise finalement sur ces dates-là, je ne lisais plus les dates en début de chapitre et je lisais tout simplement de manière continue l'histoire. Ça est devenu un véritable page turner. Donc je vous invite à en faire de même. Alors il s'agit ici du 6e tome d'une saga. Je m'en suis rendu compte à la fin puisque le problème a été résolu qu'à moitié. Donc là je me suis dit attends, il y a quand même toujours un petit problème, un petit souci dans l'équation. Et c'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'une saga. Donc finalement, les tomes ne se lisent pas si indépendamment les uns les autres. Mais néanmoins, ça n'a quand même pas altéré ma lecture, qui a été une très belle lecture. Un vrai page turner. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les thrillers, allez-y. Et pour finir, je termine avec ce qui a été pour moi ma meilleure lecture du mois de janvier. Un réel coup de cœur. Je vous parle de Fearless, qui est une nouvelle écrite par MJ. MJ, que j'ai découvert via Instagram, le monde de MJ. Et ces nouvelles sont disponibles, elle en a écrit 2 qui sont disponibles sur son compte Instagram gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Je laisse le soin à MJ de vous indiquer en commentaire le site sur lequel vous pouvez également retrouver ces nouvelles si vous n'avez pas Instagram. Ici, nous allons suivre l'histoire de Scotty, une adolescente de 18 ans qui est passionnée de danse et qui a priori a tout pour être heureuse, qui a une vie où il ne lui manque rien, jusqu'au jour où sa vie bascule. Tout peut changer en un jour et c'est ce que cette nouvelle évoque. Alors ici, je ne vais pas vous dévoiler l'événement qui a été percutant pour Scotty et qui a tout changé parce qu'il s'agit d'une nouvelle. Donc, je ne voudrais pas altérer la plume de l'autrice en vous dévoilant l'histoire. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons suivre Scotty dans ce passage à vide suite à cet événement difficile, traumatique, et que nous allons également la suivre dans sa manière d'y faire face, de se relever et d'avancer dans la vie. Donc il y a cette touche d'espoir, cette étoile et qui donne de l'espoir et de l'optimisme en l'avenir malgré les coups durs qu'elle nous inflige. C'est vraiment une histoire pleine d'émotions, c'est très poignant, très percutant. Chaque mot a son importance dans la plume de l'autrice. Vraiment, ça a été un coup de cœur aussi bien pour sa plume que pour la personne. Une très belle rencontre humaine également. Donc merci MJ. Elle est très présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur son compte. Et très accessible également. Et pour cela, je l'en remercie beaucoup. Ça a été ma plus belle lecture du mois de janvier. Donc comme quoi, vous voyez, moi je ne suis pas très nouvelle à la base. Et elle m'a ouvert à ce champ-là, à ce genre-là de la nouvelle. C'est très court mais très efficace et je suis prête à en lire de nouvelles. Sans jeu de mots. Je vous invite réellement à découvrir cette lecture qui est une petite pépite réellement. Pourquoi je vous invite à la découvrir via cette nouvelle? Parce qu'elle va sortir son tout premier roman cette année me semble-t-il et j'ai très hâte de la découvrir dans un roman parce que la nouvelle m'ayant vraiment plu, j'ai hâte d'en avoir encore plus. Voilà en ce qui concerne mon point lecture du mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, il a été assez chargé finalement, en très belle lecture. Je n'ai pas vraiment eu de lecture décevante, je dois dire. Elles ont toutes eu leur petit point de richesse, leur côté agréable, douceur de vivre. Vraiment, j'ai pris du plaisir à lire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour me soutenir. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao!